Bonjour à tous, bienvenue. On est lundi, donc les lives reprennent. Aujourd'hui, je m'étais dit pour démarrer la semaine de repartir sur un sujet plus pédagogique, voir votre organisation, comment vous vous débrouillez à la maison depuis, ça va faire 3 semaines, 2 semaines ou 3. De voir si vous avez des difficultés par rapport à l'organisation que vous avez avec vos enfants, etc. Je pense qu'une des plus grandes difficultés, c'est souvent le rythme. Et du coup, c'est pour cette raison que j'avais envie de focaliser aujourd'hui là-dessus. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je peux basculer, changer de sujet à tout instant selon vos besoins. Donc du coup, par rapport au rythme des enfants quand on fait l'école à la maison, ce qui est important de se rappeler, c'est que justement c'est l'école à la maison, mais c'est pas l'école, d'accord? Si on le fait à la maison, c'est que il faut qu'il y ait un intérêt à le faire à la maison, et l'intérêt, il me semble que c'est d'être différent de ce qu'on leur propose habituellement. Et donc, du coup, personnellement, en tout cas, moi, je déconseille de calquer ce qui se fait à l'école classique, d'essayer de le reproduire à la maison. Après, effectivement, il y a peut-être des enfants qui réclameraient. Dans ce cas-là, on suit toujours l'enfant, donc allez, go, tant qu'à faire, autant reproduire les plannings, etc., etc., tout carré et ça. Mais si vous sentez que ça vient pas de votre enfant, vous vous sentez pas du tout obligé. On n'a pas besoin, pour apprendre dans des conditions optimales, d'avoir un planning hyper rigoureux. Il faut savoir qu'il y a des études, par expérience en fait, on a observé que les familles qui font l'école à la maison hors confinement, de façon classique, eh bien en 2 heures de temps, à peu près en moyenne, en fonction des âges, en 2 heures de temps, ils balayent, pédagogiquement parlant, ce que font les enfants qui vont à l'école pendant toute une journée. 2 heures de temps contre une journée entière. Et pourquoi? En fait, ça s'explique tout simplement à cause de ce fameux calendrier, de ce fameux programme, planning que les profs de l'école classique imposent à l'élève, imposent parce qu'il y a un groupe en fait derrière, et que quand on a 30 enfants, on essaie de tout rythmer, tout cadrer de façon à ce que tout le monde, ce que le prof puisse, voilà, bref, il y a diverses raisons qui font que à l'école normale, à l'éducation nationale, on a un planning très cadré, on le connaît bien, 1 heure de maths, après 10 minutes de pause, après 1 heure de français, 10 minutes de pause, après 2 heures de sport, après il y a le lunch, le déjeuner, 1 heure, je crois qu'ils ont, un truc comme ça. Voilà, bref. Donc il y a des raisons pour lesquelles eux ils le font comme ça, et surtout, faites différemment. Je veux dire, on a le choix, l'opportunité de le faire différemment. Et donc, comme je vous ai dit, 2 heures d'IEF, ça correspond à toute une journée entière de ce planning-là qui fait à l'école classique, à cause du fait qu'il y ait des récréations qui coupent, à cause du fait que quand ils rentrent en classe, ils ont au moins 10 minutes, 10 bonnes minutes pour se remettre dans le bain. Et puis après, quand c'est fini, c'est pareil, ils perdent 10 minutes. Donc sur 1 heure, grosso modo, ils travaillent 40 minutes. Sur les 40 minutes, il faut considérer qu'il y a des groupes de niveaux qui sont différents, et que si on parle vraiment de l'école classique, de façon magistrale, donc le prof devant et tous les élèves qui écoutent une même version du cours, ce qui heureusement a tendance à changer aujourd'hui, avec les profs qui se mettent au goût du jour, on a de plus en plus de belles choses qui se passent. Mais enfin, si on parle vraiment de l'école classique d'antan, ça se passait comme ça se passe encore malheureusement encore beaucoup aujourd'hui comme ça. Et donc voilà, sur un groupe de 30 élèves, il y en a 10 qui vont suivre ce cours de 40 minutes, 10 qui vont déjà avoir compris la notion même avant que le prof ait commencé. Déjà, avec le titre, ils avaient déjà pigé, donc ils sont assez intelligents pour aller rêver dans leur tête ou
aider un peu leurs camarades si le prof les autorise, ou enfin voilà, bref, ils vont pas forcément suivre le cours non plus. Et 10 autres qui sont perdus, qui sont déjà en retard et qui vont ne faire que accroître leur retard parce que le programme doit avancer. Donc, c'est pour cette raison que ces études ont montré que 2 heures d'IEF correspondent à toute une journée entière d'école classique. Donc, n'essayez pas forcément de reproduire le programme et le rythme de l'école classique à la maison, puisque là, vous avez la chance d'avoir juste vos enfants à vous. Idéalement, ils sont à peu près de la même catégorie d'âge. Et s'ils ne le sont pas, c'est pas grave. Au contraire, on va voir comment on peut faire pour différencier par rapport à leur rythme à eux. Donc, en fait, l'idée phare du rythme quand on fait l'école à la maison, c'est que c'est chacun son rythme. Et ça n'a pas de prix, c'est juste un cadeau exceptionnel parce que c'est quand on apprend à son rythme à soi, c'est là où on est vraiment beaucoup plus enclin à retenir les informations. Hein. Ça participe à une bonne mémorisation des notions. Et c'est ce qu'on veut. Donc du coup, voyons voir. Alors, par rapport au rythme, mis à part le fait d'essayer de casser un peu le programme tout fait, il faut savoir quand même que l'enfant, il a à peu près... ça va double en double. C'est-à-dire que les jeunes enfants, 3 à 6, en général, on dit qu'ils ont 10 minutes d'attention. Ok ? 0,3, c'est encore différent. Mais grosso modo, on va dire 3 à 6 parce qu'on on considère que l'enfant commence à apprendre à 3 ans, ce qui est faux. Parce qu'avant ça, déjà, il apprend à parler, il apprend à marcher. À 2 ans, ils ont quand même des pics d'intérêt d'apprentissage, beaucoup sur ce qu'on appelle la vie pratique. Donc, c'est vraiment la vie de tous les jours. Et à partir de 3 ans, effectivement, et ça peut arriver avant aussi, parce que chacun son rythme, mais à partir de 3 ans, on peut commencer à introduire des notions plus pédagogiques. Coucou Paul Arthur! Plus pédagogique d'apprentissage plus classique, genre français, maths, etc., etc., en sachant qu'on introduit toujours ces notions-là dans la vie de tous les jours, et ça, c'est le mieux. Donc, on avait dit, 3 à 6, on va dire 10 minutes, on va dire après, et ça augmente en double, en fait. Après, vous prenez des 6-9 qui ont 20 minutes d'attention, et des 9-12 qui ont 40 minutes d'attention, et ainsi de suite. Voilà. Ok. Donc après, vous avez des collégiens qui peuvent tenir 1 heure, ce genre de choses. Donc voilà, pensez à double. Ok. 10, 20, 40 et plus. 80, etc. Ça, c'est le temps d'attention. Donc, déjà, ça vous permet de choisir vos activités. Quand vous avez des tout jeunes enfants, préparez déjà. Parce que si vous dites on commence et que c'est à ce moment-là que vous cherchez le cahier, le matériel pour, je sais pas moi, si c'est des maths, vous cherchez les 3 verres pour diviser l'eau, je sais pas quoi. Bref, et vous allez perdre au moins 5 bonnes minutes et vous allez le perdre lui parce que il a que 10 minutes d'attention. Donc préparez tout à l'avance. Ensuite, vous allez voir, en général les enfants c'est très ancré dans la réalité, donc les plus jeunes, donc 10 minutes c'est très facile, c'est assez de temps pour faire une expérience, un truc comme ça. Et puis peut-être si vous voulez un peu de traces papier, vous pouvez commencer à lui faire dessiner, ou si vous avez imprimé un truc, ou si c'est dans un cahier, là il peut colorier, relier ou je sais pas quoi. Pour les plus âgés, 20 minutes, ça permet d'avoir des notions un peu plus complexes, de faire des exercices plus, comme on les connaît, si on prend par exemple les conversions, les tableaux de conversion. Imaginons que vous avez fait une recette de cuisine hier ou avant ou après, et vous prenez ces 20 minutes d'attention pour faire la théorie. Et dans ce cas-là, vous allez chercher comment faire un tableau de conversion, et puis vous faites quelques exercices d'entraînement avec lui sur comment on convertit le décilitre en litre, etc. par rapport à la recette que vous avez fait. Ok, 20 minutes, ça c'est chouette. Et puis vous pouvez aussi avoir sur internet des sites d'exercices qui sont un peu interactifs
et aussi des vidéos YouTube sur le sujet, ça peut être vraiment très intéressant. Et ainsi de suite, après, 20 minutes, 40 minutes. Pour la suite, 40 minutes, ça permet aussi, en plus d'avoir ce temps de théorie, vous pouvez le laisser en autonomie, du coup, pendant ces 40 minutes-là. Et il va pouvoir faire des recherches, écrire son propre texte, lire un paragraphe dans un livre que vous avez trouvé, voilà. Ok ? Donc 10, 20, 40 et plus pour les plus âgés, collégiens et ainsi de suite. Après, l'idée, c'est, nous, on se voit comme on est par rapport à notre propre concentration. Quand on est investi dans un truc, on ne compte plus les minutes. À partir du moment où on est investi dans un sujet, sur un sujet, on va plus regarder l'heure. Et c'est ça. C'est-à-dire que si l'enfant il est investi dedans et que vous voyez que les 10, 20, 40 minutes sont passées, c'est pas grave, continuez. Je veux dire, là, encore une fois, c'est son rythme à lui, on suit son rythme. Donc du coup, vous êtes plus victime du temps, vous êtes plus victime de l'horloge. C'est vous qui décidez, vous avez le pouvoir, yeah. Donc là, en l'occurrence, c'est l'enfant, donc laissez-lui ce pouvoir-là. Donc on va baser ce temps approximatif du général qui a été fait par des études où on a fait des moyennes pour dire, voilà, on va dire que vous cadrez avec lui, tu vas rester à peu près 10 minutes, 20 minutes ou 40 minutes selon ton âge devant faire cette notion-là. Mais après, si tu veux rester devant, go quoi. Et moi, je t'aide et je te nourris. Et, voilà, c'est ça le rôle d'un facilitateur, c'est de continuer à nourrir pour que l'enfant, tant qu'il a faim, on va faire à manger quoi. Et on va même pas faire à manger, on va lui apporter les ingrédients, la casserole, on va aller l'aider à couper l'ail et tout ça, mais c'est lui qui va se faire à manger. Et c'est ça, quand il a commencé à aller commencer à chercher lui-même un truc, imaginons il était sur les conversions, et puis tout d'un coup il passe sur une vidéo YouTube qui lui amène du tableau à un aspect historique de ça, et il va basculer sur l'histoire, et après ça va l'emmener et quand vous voyez l'enfant happé par l'intérêt, par la motivation intrinsèque, c'est ça qu'on vise, là vous avez gagné quelque chose. Vous avez vraiment, l'enfant en tout cas a gagné quelque chose, et vous avez était vraiment dans votre rôle d'accompagnateur. C'est vraiment ça en fait, notre rôle de facilitateur, d'accompagnateur. Donc, je suis un peu partie. On était sur le temps de concentration. Il faut aussi savoir se rendre compte que dans les rythmes, il y a les moments de la journée qui sont plus propices ou pas. Et donc souvent, c'est lié à la température. Ouais. Le matin, du coup, ils sont beaucoup plus concentrés parce qu'il est plus frais et parce qu'on n'a pas commencé autre chose, donc on est plus disposé. S'ils veulent travailler en pyjama, mais qu'ils travaillent en pyjama, faites-leur ce plaisir, faites-vous ce plaisir. Encore une fois, vous avez le pouvoir, vous n'avez plus le devoir de vous changer, de vous faire beau et tout. Si vous avez envie et que c'est pour vous, mais faites-le. Mais si c'est pour les autres, mais libérez-vous de ça, quoi. Donc, faites l'école à la maison en pyjama et yeah. Je veux dire, ça peut être une des grandes libertés qu'on peut qui peuvent que ce confinement peut nous offrir, d'accord ? Goûtez à cette liberté et offrez-le-vous là après le confinement. Donc, alors, je vais sur les pyjamas. Ah oui, parce que travailler le matin, c'est plutôt chouette. Ensuite, il va se passer un temps, on va arriver vers 10h par là, il va commencer à se réchauffer. Donc à ces moments-là, s'ils sont lancés, qu'ils y restent. Mais si vous voyez que à ces moments-là, c'est plutôt le moment de faire des choses au niveau motricité globale, d'accord ? Motricité globale où on bouge tout le corps. Donc on va aller dans le jardin, on va aller faire du sport, on va aller faire des exercices de yoga, on va aller faire des exercices d'étirement, de gym, de jeu si vous avez plusieurs enfants, si vous avez une fratrie, vous pouvez voilà, tu es tout en pyjama, yeah. T'as bien raison. Moi je suis tout le temps en paréo, c'est comme mon pyjama. Donc du coup, si vous avez une fratrie, profitez pour faire des jeux de coopération,
Pareil, il y en a tellement sur internet, c'est vraiment... Voilà, faites-les bouger avec leur corps, d'accord, de façon intelligente. Vous pouvez aussi faire des notions beaucoup plus théoriques, mais avec le corps. Donc que ce soit où on bouge tout le corps, et là on est dans la motricité globale. Par exemple, je sais pas moi, si vous êtes sur les conversions, imaginons que vous avez 2 seaux, 2 récipients, un gros seau dans un côté du jardin ou de la terrasse, ou de la maison si vous n'avez vraiment rien d'autre, et à l'autre bout, vous avez des petits récipients de verre ou d'autres choses, et l'enfant doit observer, faire dans combien de verres tiennent le seau. Enfin, vous voyez la quantité d'eau qu'il y a dans le seau, dans combien de verres ça tient. Okay, donc, vous faites des équivalences comme ça, et donc ça lui permet de bouger et d'introduire une notion pédagogique derrière, etc., etc. L'idée de la motricité globale, à ces moments-là, à ces horaires-là où il fait un peu plus chaud, c'est de vraiment bouger tout le corps. De toute façon, il fait chaud, donc il va commencer à avoir chaud. Donc allez-y, il faut aller dans ce sens-là, quoi. Ensuite va arriver l'heure du déjeuner, donc là on mange, on peut faire une activité cuisine avec eux, ça va les recentrer un peu, et après là c'est l'heure de digestion. Là en général on est tous un peu plan-plan, nous les premiers parents, donc on suit notre rythme biologique, quoi. Donc c'est le moment de temps calme, c'est le moment où on se repose, ils n'ont pas forcément envie de faire la sieste, bon tant pis, mais en tout cas le moment calme c'est important. Donc on peut faire un moment calme en lisant des livres, en se racontant des histoires. S'il doit y avoir un moment d'écran, mettons ce moment d'écran à ce moment-là. Si possible, un moment d'écran intelligent, dans le sens où, quand je dis intelligent, c'est quel est l'objectif de regarder ça. Quand on regarde les dessins animés qui passent à la télé, moi parfois je suis dubitative, quoi. Je me demande... Quel est l'intérêt pour les créateurs de ces dessins animés d'avoir créé ces dessins animés, et quel est l'intérêt pour les parents de les mettre devant. Il y a beaucoup de programmes vidéo qui peuvent tout à fait convenir, qui sont hyper interactifs, hyper ludiques, hyper entraînants, et l'enfant il apprend quelque chose. Et c'est pas forcément que des trucs comme C'est pas sorcier, j'adore C'est pas sorcier, mais il y a aussi des séries vraiment où c'est tourné, je sais pas, il y a une morale, il y a un objectif. Enfin voilà, je me dis que tant qu'à faire, voilà. Après l'objectif ça peut être aussi de s'aérer l'esprit, hein. Comme nous, on a parfois besoin de regarder des films pas très intelligents pour s'aérer l'esprit. Bon, ok, admettons, mais disons que c'est dans une moindre mesure. Voilà. Et puis l'enfant, il faut se rappeler que son cerveau, il est en pleine construction, donc autant lui donner du bon à manger, plutôt que des trucs bizarres. Et après, on se demande d'où ça vient, ces comportements étranges. Et, ça peut venir de ce qu'il regarde. Voilà, posez-vous la question. Donc ça, on était à l'heure du déjeuner, l'after déjeuner, le moment de repos, de digestion. Et ensuite, on est à début d'après-midi, après-midi. Donc là, c'est un peu une période encore un peu smooth, un peu cool. Donc, encore une fois, si eux, ils ont envie de bosser, allez-y, on suit leur rythme. Mais si vous voyez que c'est un peu, voilà, c'est plus un moment où on va faire des activités entre la motricité globale et entre l'intellectuel où on est assis. Vous voyez, entre les deux, entre le debout où on bouge beaucoup et entre le assis où on est très concentré sur son livre, il y a un juste milieu, c'est ce moment-là. Donc c'est le moment où on fait des activités d'expérience, où on fabrique, où on peint, où on jardine, où on cuisine, où on fait de la couture, où on va bricoler, où on va construire, où on peut fabriquer avec nos enfants un matériel pédagogique qu'on va utiliser le lendemain avec eux quand c'est le moment d'être vraiment posé. Voilà, c'est vraiment le moment où on est actif mais pas trop, voilà. Ok, ça peut être ouais, c'est ça. Ensuite arrive l'heure du goûter. Activité cuisine. Et puis il y a aussi, alors dans tout ça évidemment il y en a qui veulent absolument mettre des récrés là-dedans. En fait, l'idée de ne pas avoir de programme bien déterminé, c'est que c'est quand l'enfant a besoin de s'aérer l'esprit qu'il y va. Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir de récré puisque c'est tout le temps la récré.
c'est tout le temps la récré et tout le temps l'école en même temps. C'est comme, on me dit souvent, mais l'école à la maison, est-ce que vous faites des vacances scolaires? Ben non, puisque c'est tout le temps les vacances. Donc en fait, l'idée c'est que c'est tout le temps les vacances et l'école à la fois, c'est tout le temps les moments d'apprentissage et la récré à la fois. Donc finalement, il n'y a pas besoin d'imposer un comment dire, un emploi du temps extérieur. C'est vous-même et c'est l'enfant qui se l'impose. Et encore une fois, j'en reviens à la responsabilité, la liberté de chacun, la motivation intrinsèque. Quoi de plus beau que d'arriver à s'écouter, à repérer de quoi on a besoin à quel moment et de se l'offrir au moment où on en a besoin en fait. C'est ça que l'école à la maison nous permet et que le confinement nous permet de goûter. Et donc j'enfonce un peu le clou. À vous de réfléchir et de vous poser les bonnes questions maintenant pour savoir si vous voulez continuer à vous nourrir de ça après, parce que c'est tout à fait possible. Donc on en était au goûter. Ensuite, on arrive donc à la fin de la journée, voilà. Il va arriver cette période de la journée où le soleil, ouais, coucher de soleil et tout. C'est un peu aussi un moment où on peut aller se balader d'ailleurs, c'est hyper sympa. Il y a plein de gens qui se mettent à marcher, faire du sport, à marcher tout à ce moment-là. C'est vrai que c'est vachement chouette parce que on commence à avoir la température qui descend. Donc allez-y, go. Sinon, si vous êtes à la maison et que vous êtes toujours en mode apprentissage, ça peut être le moment de se rebrancher sur un temps plus académique, plus sérieux, plus posé. Donc ce moment-là où on est vraiment devant sa table ou par terre, ça je l'ai dit la dernière fois, les enfants aiment beaucoup travailler par terre. Cassons les codes encore une fois, suivant leurs besoins, et par terre ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace, que les crayons tombent pas, voilà, ce genre de choses. Ce qui est bien quand même quand vous êtes par terre, c'est de délimiter l'espace pour qu'il n'y en ait pas partout, et donc du coup d'avoir un tapis ou un plateau, parce qu'on ne peut pas écrire sur des tapis, c'est trop mou. Ou alors sinon si vous avez un grand tapis ou un POE, et que c'est cet espace-là qu'on délimite, alors vous avez un petit plateau pour écrire du genre, nous on utilise des calendriers de banque, très pratique, ou alors on peut prendre un grand livre et puis mettre sa feuille dessus et écrire dessus, etc. Ou alors on peut avoir une table genre comme à hauteur de tabouret et on est au sol et on écrit juste sur la table, mais du coup c'est vraiment juste l'espace pour écrire. Voilà, vous voyez, c'est l'enfant encore une fois qui détermine ce dont il a besoin, ce qu'il préfère, etc. Soyez sûr qu'il ne le fasse pas par habitude. Ouvrez-lui le champ du possible, comme ça il peut choisir vraiment. Donc là j'en étais à la fin de la journée. Ensuite il y a le dîner qui arrive vers 6h, tout ça. À nouveau activité cuisine, c'est trop cool, il y a plein d'activités cuisine. La cuisine apprend énormément de choses. Tout ce qui est mathématiques, langage, français, tout ça, vous pouvez le glisser dans la cuisine, c'est vraiment hyper riche. Et vous mangez. Il peut y avoir donc soit vous enchaînez les routines et clin d'œil, ouais, pour les calendriers de banque, soit du coup je suis un peu perturbée pardon, oui, donc soit vous enchaînez les routines, là après il se couche, soit vous avez un moment entre le moment des routines et le moment où ils se couchent, où vous les laissez un peu libres. Souvent, c'est les plus âgés où ils ont fait les dents, l'histoire, le moment où on se raconte un peu des trucs et tout ça, et ils n'ont pas encore sommeil. Et au lieu de leur imposer d'aller se coucher, c'est ok, tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre, voilà. Et il peut y avoir à ce moment-là des pics de concentration. Et ces moments-là, pour travailler sur des notions complexes, ils sont juste exceptionnels. C'est des moments où les enfants, vous savez, il n'y a pas de bruit dehors, il fait frais, il n'y a plus rien en fait qui se passe dehors. Donc tout est fait pour que l'enfant se concentre. Et l'enfant, il a choisi en plus, parce que c'est pas un moment où forcément on s'attend à ce que les enfants aient envie de travailler. Et là, ils choisissent. C'est un peu les moments magiques entre deux portails temporels. Essayez, vous allez voir, c'est vraiment, ça peut faire de très jolies choses. La dernière fois, c'était notre petite qui s'était mise à travailler à ce moment-là, pas notre grand, notre petite de 4 ans, pour travailler.
rythme par rapport à leur taux de concentration par rapport à l'âge. On a vu le rythme horaire par rapport au moment de la journée. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Il y a aussi un autre type de rythme auquel il faut faire attention. C'est par rapport à une séquence, une notion. D'accord ? Quand on parle de séquence dans le monde éducatif, c'est en fait, il y a deux choses. En fait, il y a la notion. Donc, on veut leur apprendre, je sais pas moi, les conjugaisons, le futur simple. En vrai, on n'apprend pas le futur simple comme ça à l'école, quand on fait l'école à la maison, parce qu'en fait, on attend que l'enfant ait nécessité d'utiliser ce futur simple, ou on rebondit quand on l'utilise pour amener la notion plus carrée de la conjugaison avec les terminaisons et tout ça. Bref. Bon, admettons qu'on veuille apprendre la conjugaison de façon plus classique. Pourquoi je parle de conjugaison ? Ah oui, parce que... Donc ça, c'est une grosse notion, d'accord ? Cette notion-là, on la découpe parce qu'on ne peut pas forcément tout apprendre d'un coup. Et donc, si c'est une notion très complexe, on va la découper en séquences parce que du coup, une séquence, c'est par jour. D'accord ? Et encore, non, même pas. Une séquence, c'est pas forcément par jour. Je vous perds, hein. En fait, on va la découper en objectifs. Ah, excusez-moi, là, je pars trop dans le jargon prof et tout, c'est peut-être pas nécessaire. Voyons voir. Ok. On a notre conjugaison. Restons simples. On veut juste leur introduire l'espèce de tableau là avec les... Vous savez, vous avez le radical, là, le verbe radical, et puis vous avez les terminaisons qui changent. On veut juste lui introduire ça, et puis voilà. Comme ça, on est sur une notion assez simple, assez cadrée. On n'a même pas forcément besoin de la redécouper. Donc, vous avez ça. Vous avez il faut visualiser le moment où vous apprenez ça, où vous introduisez ça à votre enfant, comme une espèce de courbe. D'accord ? Donc, on est en bas. L'enfant, il va commencer à s'intéresser. D'accord ? Il va monter, ça va être très rapide au début. Donc, il est genre en mode froid. Vous allez lui introduire un truc nouveau. Il va dire, oh, et tout machin. L'intérêt va monter très vite. Donc, il faut profiter de ce moment-là pour travailler les notions beaucoup plus complexes et beaucoup moins drôles. Donc, du coup, la théorie, le papier, le blabla, les trucs vraiment où ils déconnectent très rapidement si ça ne les intéresse pas. Ok ? Donc, blablabla, le futur simple, à quoi ça sert, regarde la terminaison. Okay ? Ensuite, vous allez voir, ça va commencer à décroître. Okay ? Donc, à ce moment-là, quand ça décroît, c'est pas à ce moment-là que vous commencez à lui dire « Non, mais t'es pas concentré. Non, c'est un rythme naturel. » Donc, à ce moment-là où vous sentez qu'il décroche, et ben c'est là où vous passez à l'action. Ok, viens, on va... Donc, c'est vous qui avez déterminé. Viens, si vous avez trouvé genre une musique sur laquelle vous pouvez réciter la terminaison, enfin voilà. Ou sinon, viens, on va faire un tableau avec des couleurs, plein de feutres, des jolis feutres. Comme ça, on écrit le radical en une couleur, les autres en une couleur. Ou viens, on va faire un jeu avec des étiquettes où vous avez une étiquette radicale et toutes les autres terminaisons avec d'autres étiquettes que vous avez cachées dans sa chambre et tout ça. Voilà, c'est ce moment-là où ça décroît. Okay, où vous lancez sur un truc. Du coup, malgré qu'il ait une attention affaiblie, et ben, vu que c'est beaucoup plus ludique et beaucoup plus motrice, que vous impliquez sa motricité globale et sa motricité fine, moteur, c'est ça le mot, et ben, vous allez quand même le capter, le garder en tout cas. Et ensuite, vous allez voir qu'à la fin, normalement, il y a à nouveau un pic, comme ça. Ok, ça fait un peu comme ça. Et à ce moment-là, vous revoyez avec lui la notion, ça peut durer 30 secondes, hein, le dernier pic. Mais c'est en fait en mode, il a été bien chauffé par l'activité. Et donc du coup, il va, là à ce moment-là, vous lui remobilisez sur, bon ok, est-ce qu'on peut faire juste un récap sur ce qu'on a vu et ce que tu as compris, etc.
et ça peut durer 1 minute. Le dernier pic est beaucoup plus court que le premier. Okay, mais c'est juste en mode, on clôture la séance. Voilà. Est-ce que tu veux me dire? Parfois, il n'y a pas, forcément. Vous allez voir, hein, de toute façon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ne forcez pas. N'allez pas vous dire, tiens, Sarah, elle a dit que ça faisait comme ci, comme ça. Voilà. Si vous voyez que, en fait, il est juste en mode et ça reste, restez. Si vous voyez qu'il est tout de suite en bas, dans ce cas, faites des activités qui attrapent quand même son intérêt. Donc avec tout ce qui est ludique, moteur, etc., etc., etc. Si c'est pas clair, vous m'écrivez, ok? Vous me dites. Donc voilà. Donc ça c'était sur le machin. Et donc cette espèce de courbe là, vous pouvez la répercuter sur la journée en entier. Ok? Donc vous imaginez le début de journée où vous faites des trucs très intellectuels, très posés, etc. Le milieu de la journée où on fait des trucs plus en mode smooth, acteur, etc. Et la fin de journée où ça dure moins longtemps, mais c'est beaucoup plus intense. Et cette courbe, vous la répercutez aussi sur une séquence. Mais bon, là, c'est un peu plus complexe. On verra ça plus tard. Avec plaisir pour l'Arthur. C'est rigolo je ne sais pas si vous voyez le commentaire de Paul Arthur, c'est rigolo ce terme de maîtresse duquel on se distancie quand on fait l'école à la maison. Et quand on fait aussi dans les écoles alternatives et dans les écoles libres, on essaye de s'enlever, de se distancier de ce mot parce qu'en fait, on voit à quel point les enfants... Heureusement, les enfants ne mettent pas la signification vraiment de pouvoir qu'il y a derrière, hein, parce que maître et maîtresse, c'est clairement une image d'autorité, de domination, etc., etc. Heureusement, ils ne le mettent pas. Ils mettent derrière quelque chose d'affectif et de... Voilà, c'est un petit nom quoi, hein, qui donne au prof qu'il a. Il n'empêche que nous, adultes, on sait étymologiquement d'où ça vient et l'impact que les mots peuvent avoir sur notre comportement. Et donc, c'est important que vous puissiez aussi vous rendre compte de ça si vous êtes prof. Il y a moyen peut-être que vous changiez la façon dont vos élèves vous appellent. Et si vous faites l'école à la maison, là pendant le confinement, ou après si vous décidez de continuer, ça peut être une bonne réflexion que vous faites à vous-même ou que vous faites en famille sur comment est-ce que je suis toujours ta maman, est-ce que je suis ta maîtresse, ton prof, ton accompagnateur, etc. Et voyez ce qui convient à votre enfant ou à vous et discutez-en. Et du coup, le mot que vous allez utiliser va correspondre à ce que vous voulez comme relation avec votre enfant à ce moment-là. En tout cas, nous, dans le système que l'on a choisi, on s'appelle par nos prénoms. Enfin, je veux dire, les enfants m'appellent Sarah. Les enfants, les miens, évidemment, et ceux avec qui je travaille m'appellent Sarah depuis toujours, même quand j'étais dans une école classique ou après dans une école alternative. J'ai toujours voulu qu'ils m'appellent Sarah parce que j'estimais que c'était je les appelais par leur prénom, donc c'était normal qu'ils puissent m'appeler aussi par mon prénom. Voilà, c'était un cadeau que je pouvais leur faire de baisser pour qu'on se rejoigne quelque part. Excusez-moi, j'ai fait une aparté. On était sur le rythme. Donc j'ai fait le rythme de concentration par rapport à leur âge, 10, 20, 40, plus. Ensuite, il y a le rythme par rapport à l'heure de la journée. Et ensuite, il y a le rythme par rapport à l'apprentissage, donc à la courbe d'attention. Ok. J'ai l'impression que j'ai tout vu. Je peux me tromper. Vous me dites, encore une fois, je vous écoute. En tout cas, si je veux globaliser sur ces histoires de rythme, je pense que, encore une fois, le plus important, c'est de suivre le rythme de chacun. Et le vôtre, et ceux de vos enfants. C'est encore une fois un cadeau que la vie nous offre pendant ce confinement, de suivre nos rythmes de vie. Et donc, je vous invite vraiment à ne pas vous remettre dans des rythmes imposés par un extérieur
Alors, après, il se peut qu'effectivement, il y ait des enfants ou des familles qui aient besoin d'un rythme. C'est vrai que si vous voyez que l'enfant est un petit peu perdu, eh ben, on peut creuser l'option que c'est peut-être parce que l'enfant a besoin d'un rythme, d'une routine. Mais, comment dire, la routine, pour moi, elle n'est pas forcément... parce que je suis convaincue que les routines sont positives et bénéfiques, mais pour moi, elles ne sont pas forcément liées à une heure et à une heure, en fait. L'horloge, c'est vraiment un des poisons de notre société, vraiment. Donc si on peut s'en défaire, déjà les montres, si vous pouvez les enlever, vous vous libérez déjà de quelque chose. Donc en fait, ok pour avoir une routine. Donc ces enfants que vous pensez qui sont perdus s'ils n'ont pas de rythme, essayez de visualiser sur un plus petit noyau. D'accord ? Imaginez qu'ils aient plus besoin d'une routine, c'est-à-dire qu'ils ont besoin que, en fait, on commence la séance de travail par un petit check de ce qu'on va faire, par leur demander s'ils sont ok. Ensuite, on leur demande, on leur fait un programme avec eux. Après, on suit ce programme. Ensuite, à la fin, il y a un petit moment de retrouvailles avec le parent où l'enfant explique ce qu'il a fait, etc. Et puis après, à la fin, il peut y avoir un moment où c'est l'enfant qui décide d'une dernière activité. Voilà. Ça, on peut dire, par exemple, c'est une routine que l'on a décidé ensemble avec l'enfant et qui met un cadre. Okay ? Parce que le cadre est très important. Mais, vous voyez, il n'y a pas d'horloge là-dedans. On ne dit pas, tiens, c'est à 8h qu'on commence. À 7h30, du coup, tu as pris ton petit-déj. À 7h40, tu as fait tes dents, etc., etc., etc. Ça, je pense que c'est important que si l'enfant se lève à 5h du matin ou à 8h du matin, eh ben, qu'on soit flexible, que ce n'est pas l'horloge qui décide, mais que ce soit le rythme de l'enfant qui décide quand est-ce qu'on va démarrer telle ou telle routine. Ok ? Et ça, c'est pareil pour tout, finalement. Pour quand on se brosse les dents, c'est pas forcément une horloge qui va dire, ou quand on se couche, c'est pas forcément l'horloge qui va dire à quelle heure on va se coucher, c'est l'enfant qui va bâiller. Oh, je baille, c'est drôle les neuromiroirs, à quel point c'est puissant. Donc voilà, et donc c'est par rapport à l'état de fatigue de l'enfant que là on va enclencher la routine du rituel du coucher. Et tout ça, de se baser du coup sur soi plutôt que sur l'extérieur, c'est vraiment d'avoir du pouvoir sur vos vies, d'avoir du pouvoir sur vous, et du coup de se réapproprier tout ça et de pouvoir être acteur de sa vie et de son bonheur et tout ça, tout ça. Voilà, je regarde l'heure. Je regarde l'heure. Si je suis mon rythme, je dirais que on a fini. Après, si je regarde le rythme de l'horloge, on a encore un peu de temps. Donc, moi, après l'horloge, si elle me dit, même que c'est par exemple que l'heure est passée et que vous avez encore des questions, je resterai. Parce que le plus important pour moi, c'est de suivre votre rythme aussi. Donc, j'attends, voir si vous avez des questions. Je crois qu'il n'y en a pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous laisser là. Le live est en replay. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prévoir là un live en soirée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent suivre et qui n'arrivent pas en matinée. Donc, je vais en proposer un là pendant la semaine en soirée. Vraiment sur l'école à la maison. Vraiment pur. Bon, ça va être plus long. Ah, Cynthia me pose une question. Alors attends, je termine d'abord sur le live que je vais proposer. Donc je vais faire la com bientôt et ça va vraiment parler de c'est quoi l'école à la maison concrètement quand on est en dehors du confinement, dans la vie de tous les jours, comment on s'organise, comment c'est possible et de voir comment c'est possible pour vous qui avez vécu ça pendant plusieurs semaines et qui vous êtes rendu compte que c'est plutôt chouette. Donc je vais faire un live là-dessus pendant la semaine là, un soir. Alors Cynthia me demande, et si le rythme de mon enfant c'est de regarder tout dans ta vie? Ah,
Ouais, bah ça, moi je pense que c'est... euh, je pense que c'est un rythme qui a été appris, c'est culturel en fait. Euh, En fait, je pars du principe, dans la psychologie humaniste, sur laquelle je me base pour tout, que la parentalité positive se base, discipline positive, CNV, tout ça, c'est basé sur la psychologie humaniste, qui date des années 40 à peu près. Le postulat de ces théories-là, c'est que l'homme est bon et que l'homme a toujours un élan positif, un élan de vie. Et je pense qu'apprendre fait partie de cet élan-là. Il y a très peu... Enfin, je veux dire, faites l'expérience. Là, vous en avez fait l'expérience. Je veux dire, c'est-à-dire, si vous enlevez toute demande, tout cadre, etc., on ne peut pas rester oisif. On n'est pas... L'homme n'est pas fait pour rester à glandouiller, à ne rien faire. Il a besoin de se stimuler intellectuellement, socialement, et émotionnellement. Et en fait, en ça, j'ai confiance que du coup, si vous ne donnez rien à faire à un enfant, mais que vous le laissez dans un environnement intéressant, l'enfant va trouver de quoi se nourrir. Il va jamais se laisser dépérir intellectuellement. Ok ? Donc malheureusement par contre, effectivement, si vous laissez dans son environnement un écran, l'écran, étant donné qu'il est addictif, au même titre que le sucre, au même titre que d'autres drogues avérées, le cerveau, il est ce qu'il est. Il a son shoot de dopamine quand il voit un écran. Il y a plein d'autres choses qui s'enclenchent dans le cerveau quand les écrans sont en route. Et donc, en fait, c'est physiquement parlant, ça prend le pas sur tout l'intellect, en fait. Donc, même s'il sait que c'est pas bon pour lui, je veux dire, on s'est tous surpris à scroller sur Facebook de façon complètement... en disant, mince, mais qu'est-ce que je fais ? Mais parce que notre cerveau, il est complètement happé, tout est fait, tout est marketé, tout est fait pour que notre cerveau, il soit... Ok ? Et l'écran, c'est la même chose. Donc, du coup, si on veut vraiment pouvoir laisser la liberté à l'esprit de s'autodéterminer, d'être libre, il ne faut pas lui mettre des éléments addictifs comme ça dans son environnement. C'est compliqué, on est d'accord, je veux dire, même moi, même nous, on a des ordis, donc, et puis ils connaissent ce truc-là, donc forcément, même si vous le mettez dans une pièce où il n'y en a pas, ils vont à un moment donné penser à un truc qui n'est pas dans la pièce, donc ils vont tenter. Mais après, c'est comme avec les addictions, je veux dire, plus vous allez les déconditionner, plus vous allez les sevrer, et moins ils vont y penser. Et plus ils vont se libérer de ça, et du coup, imaginez qu'il y a d'autres choses à faire. C'est très long. L'école classique aussi est un embrigadement d'esprit qui fait que quand on commence l'école à la maison, les enfants, ils sont perdus. Et nous, ici, à l'école qu'on a ouvert, quand on reçoit des enfants qui viennent du système classique, le cerveau n'est plus fait, leur cerveau n'est plus fait pour réfléchir par eux-mêmes. Ils ont pris l'habitude, en fait, d'un planning déjà tout fait. Ils ont pris l'habitude qu'on leur dise quoi faire. Et du coup, c'est la même chose. Leur cerveau est endormi. Ok ? Donc, c'est pas grave. On les déconditionne petit à petit. Il y a un sevrage qui se fait petit à petit. Et après, l'élan naturel de l'enfant, et de nous aussi, se reprend le dessus petit à petit. Donc, je pense, pour répondre à la question de Cynthia, que regarder toute un télé ne fait pas partie d'un rythme naturel. C'est un rythme qui a été culturel, qui a été appris par notre société. Donc, à nous de faire en sorte que ce soit plus challenge. Je le dis ça pour moi. Voilà. Je vous laisse sur ça. Je vous tiens au courant pour le live concernant l'école à la maison de façon globale. Et puis, si vous avez d'autres questions, envoyez-moi des messages sur cette vidéo en MP. Comme ça, je peux faire d'autres lives dessus. Donc, il y en aura toute la semaine.
Et puis, ben voilà, à très bientôt. Et passez une belle journée avec vos enfants en suivant leur rythme. Et voilà, bisous bisous. Nana.